Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mercredi tout le monde, bienvenue à l'Esprit sportif. On parle d'abord des Remparts de Québec qui disputent leur prochain match jeudi soir au Centre Vidéotron contre l'Océanique de Rimouski. Les Remparts de Québec qui comptent plusieurs nouveaux visages depuis la période de transaction. Et ce matin, on en a parlé à l'entraînement avec Patrick Roy et on vous présente aujourd'hui Tristan Côté-Cazenave, Cole Cormier et Théo Rochette. Samuel Wood saisit la passe devant. Champagné seul le tir. Arrêt de Côté-Cazenave. Tristan, le choc de la transaction est passé. Comment on se sent à Québec maintenant? Là? Je me sens bien. Je commence à trouver mes repères. Je pense que ça fait quoi? Ça fait 4 matchs que je joue sur Vidéotron, puis ça a bien été. Puis j'ai commencé à m'habituer au climat, un peu à Patrick, comment il coach, c'est quoi le système avec les gars. Fait que pour le vrai, je suis vraiment content. Puis ça va super bien là. Arrêt de Côté-Cazenave, rondelle libre. Kotkov face à Harvey Pinard, le tir, bel arrêt de Côté-Cazenave, rondelle libre. Tu deviens un peu le grand frère d'Amérique. Ouais. Ben écoute, j'étais habitué un peu avec Fallu Akobo l'an passé, quand il est rentré dans la ligue, tout, mais il était un peu plus vieux. C'est sûr qu'Amérique à 16 ans, c'est quelque chose, c'est une grosse différence, 16 ans et 20 ans. Fait que ouais, j'essaie de le guider un peu, mais une demi-saison, c'est pas long, mais je vais essayer d'y apprendre le plus que je peux. Avec l'échange de Bibo, ça nous ouvrait une porte pour un joueur de 20 ans. On trouvait que Tristan amènerait la sécurité 1. C'est un gardien de but qui communique beaucoup, c'est un gardien de but qui bouge bien la rondelle. C'est un gardien de but qui a connu une très, très grosse saison l'année passée. Alors, c'est sûr que nous, on fonde de bons espoirs là, sur sa façon de jouer, va nous permettre certains espoirs où ce que l'offensive va être moins solide, va nous permettre vraiment de donner une chance de gagner. Ça avance vers le filet. Belle passe transversale et la balle! Cole Cormier qui dégaine rapidement, c'est 3-2 Québec. Cole, le choc passé de la transaction, comment on vit ça chez les Remparts depuis quelques matchs? Jusqu'à date, c'est incroyable. C'est une place très spéciale, puis c'est une grosse organisation. C'est sûr qu'on a un bon groupe de jeunes à date. On a date 15 joueurs qui sont comme sous 16-17 ans, alors on est très jeunes. Puis on a très beaucoup de potentiel, alors j'ai vraiment hâte à voir ce que le futur nous amène. Tu as retrouvé un chum également? Oui, j'ai un chum que je joue avec depuis que je suis très jeune. Nicolas Savoie, ça fait des années que je joue au hockey avec, alors c'est vraiment spécial d'être avec lui. C'est une expérience incroyable. Ce qu'on aime de Cole, c'est son intensité. C'est un joueur qui travaille avec acharnement là, à chacune de ses présences. Puis c'est un joueur qui a aussi de très bonnes habiletés. Il a joué une bonne partie de la saison avec l'Océanique comme ailier. Alors nous, ce qu'on aimerait, c'est peut-être justement là, de le faire jouer au centre. C'est un jeune qui patine bien, c'est un jeune qui a des bonnes mains, c'est un jeune qui a une bonne vision. Mais ce qu'on aime encore plus de lui, là, c'est son acharnement là, à chacune de ses présences sur la patinoire. Théo Rochette, maintenant le choc de la transaction passée, comment tu te sens avec les Remparts de Québec? Ben, je me sens vraiment bien. Je pense que c'est une adaptation. Puis je pense que mon intégration s'est très bien faite aussi. Donc je suis vraiment content de comment ça se déroule jusqu'à maintenant. Il y a des attaches avec la région de Québec. Oui, c'est ça. Ben, je suis né en Suisse, puis je suis venu habiter à peu près 5 ans à Donnacona. C'est à 20 minutes d'ici, puis mes grands-parents habitent ici. Donc mon grand-père, c'est un grand fan. Il vient voir tous mes matchs, je pense. Puis je suis content pour lui aussi que je me rapproche de la maison. C'est sûr que Théo, c'est un joueur qui c'est un centre de premier trio. Alors, les joueurs de centre de premier trio sont difficiles à aller chercher. Alors, c'est sûr qu'on était chanceux d'avoir un gars comme Félix Bibeau qui nous permettait justement de mettre la main sur un joueur de ce calibre-là. Puis il y a du travail à faire avec lui. Mais tu vois déjà là, qu'il y a beaucoup d'habileté. C'est un joueur qui, convaincu, va rendre les gens de Québec très heureux puis beaucoup de plaisir à voir jouer. Toujours au hockey, entraîneur-chef des Foreurs de Val-d'Or de 2005 à 2009, Éric Lavigne a déjà dirigé le nouveau défenseur du Canadien, Marco Scandella. Stéphane Turcot en a parlé avec lui.
Dans son bureau du cégep Garneau, Éric Lavigne affiche fièrement dans un tableau tous les joueurs qu'il a dirigés et qui ont atteint la Ligue nationale comme Marco Scandella. Ça fait plusieurs mois que je dis qu'on devrait aller chercher un gars comme Marco Scandella pour faire partie du Big Four du Canadien. C'est un gars qui vient de la place, c'est un gars qui est content de jouer là. C'est surtout un bon joueur de hockey. Éric Lavigne a connu Marco Scandella à sa saison recrue chez les juniors, alors qu'il avait été un choix lointain en 6e ronde des Foreurs de Val-d'Or. Je vais toujours me rappeler qu'après 48 heures au camp d'entraînement, j'avais dit à mon boss, j'avais dit à mes adjoints, c'est un pro, c'est un gars qui va jouer chez nous. J'étais allé le voir après 2-3 jours de camp d'entraînement. J'ai dit, Marco, relax, là. Tu vas jouer chez nous cette année. Là. Parce que Lavigne voyait en Scandella un très bon potentiel. J'y voyais plein de qualités de gars que j'avais coachés dans la Ligue américaine. Je voyais des défenseurs que j'avais coachés dans la Ligue américaine qui me faisaient terriblement penser à lui. Il y avait le physique, il y avait le patin. C'est une personnalité tellement attachante que tu as le goût de le coacher. Neveu de l'ancien joueur du Canadien Sergio Momesso, Marco Scandella était quand même désireux d'en apprendre davantage avec Éric Lavigne. Et Marco, c'est un gars, malgré le fait qu'il venait d'une famille de hockey, c'est un gars qui était tellement réceptif à l'enseignement qu'on pouvait faire auprès de lui. C'est un gars, c'est un éponge. C'est un gars qui gobait tout ce qu'on lui disait, puis c'est un gars qui est terriblement travaillé. Au repêchage de 2008, Éric Lavigne sentait l'intérêt de plusieurs équipes de la Ligue nationale. Je me souviens quand est arrivé le repêchage, je parlais avec Marc Chamard qui était de Minnesota. J'avais dit, Marc, je te le dis, il y a d'autres clubs qui me parlent de lui aussitôt qu'en 2e ronde. C'est un gars qui est dépisteur parce que c'est un gars qui passait sous le radar. On était à Val-d'Or, c'est un petit peu plus loin. On n'avait pas une équipe extraordinaire. Scandella a finalement été un choix de 2e ronde du Wild en 2008. Plus de 550 matchs plus tard dans la Ligue nationale, Scandella deviendra joueur autonome à la fin de la présente saison. Et son ancien entraîneur des Foreurs suggère fortement aux Canadiens de le garder et lui offrir un contrat. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, on se projette l'été prochain. On parle Transat. Parlons maintenant de la Transat Québec-Saint-Malo, dont la 10e édition a été confirmée juste avant les fêtes. L'événement transocéanique aura lieu du 2 au 12 juillet prochain. En plein mois de décembre, on va parler voile parce que ça arrive très vite, la prochaine édition de la Transat Québec-Saint-Malo. Vous êtes de retour de Paris et je pense qu'on peut confirmer que ça va avoir lieu encore cette année, 4 ans après celle de 2016. Les coureurs étaient très heureux de revenir à la Transat. Ils adorent Québec. Je ne sais pas si c'est l'eau, ou la ville et toutes ses qualités, mais les coureurs sont très heureux du retour de la Transat. Et puis ça va être la 10e édition cette année. Donc là, ça n'a pas l'air de ça. Il faudrait casser la glace ce matin, mais du 2 au 12 juillet l'an prochain, le 12 le départ, et puis du 2 au 12, il va y avoir de l'animation pour la 10e édition de la Transat 2020. Évidemment, on veut attirer les plus gros noms. On est capable de les attirer à Québec? Ah ben ils veulent tous. Et bien là, déjà, on a Gilles Lamérique qui vient de remporter la Jacques Vabre avec un équipage franco-québécois avec Charles Monnier. Eux, c'est des grosses possibilités de podium. Atlas ont une très bonne équipe aussi en Open. Donc, je pense que les gros noms de la course vont tous être présents. Tous ceux qui font Brest, Charleston vont être présents. Et il y en a d'autres aussi qui ont démontré leur intérêt. Là, déjà, les inscriptions depuis samedi qu'on a lancé la vie de course, ça entre tous les jours là, de façon constante. Il faut les traiter dans l'ordre parce qu'on va taper à 40 bateaux, c'est trop. Donc, on va arrêter entre 35 et 40 embarcations, ce qui devrait être un record là, de tous les transats. Ça coûte cher à organiser cet événement-là, mais la popularité du sport en Europe, surtout, fait que Saint-Malo, entre autres, c'est ça qui fait qu'on réorganise encore cet événement-là 4 ans plus tard? Bien, le nautisme est très fort au Québec aussi. Tu vois, à la Marina, il y a beaucoup d'embarcations. À Sillery aussi, il y a une grosse culture maritime. Puis la Transat, c'est la 10e édition. Donc, ça fait des petits, ça. Donc, il y a des équipages québécois. Il y a de la relève pour Georges Leblanc. Il y a beaucoup de coureurs qui ont fait leur marque au Canada. Et cette année, ça va être la 10e édition pour la 2020. Donc, on est bien fiers d'avoir 3 équipages québécois. Mais il y a beaucoup d'engouement
engouement, oui, pour la Transat Québec-Saint-Malo. Les équipages participent financièrement. On sait qu'en France, il y a beaucoup de sponsorship. Et puis au Québec, le fait que ça soit le départ soit de Québec, bien, ça aide les équipages québécois à trouver du financement pour participer, absolument. On va souligner ce 10e anniversaire-là. Et on va avoir une exposition photo. On va rendre hommage à des grands coureurs québécois, ceux qui ont participé. Et puis, dans la Transat, dans le village, cette année, il va y avoir 3 volets, c'est-à-dire le volet culturel. Il va y avoir l'exposition photo, il va y avoir du théâtre, il va y avoir de la musique, évidemment, des conférenciers interactifs, de la réalité virtuelle pour les jeunes. On va avoir le laboratoire de la mer aussi, parce que la voile, c'est aussi une façon de démontrer les énergies renouvelables. Donc, on va mettre ça on va vulgariser ça pour le public aussi dans un cadre ludique. Et puis ensuite de ça, on va avoir les saveurs de la mer, évidemment, dans lequel on va pouvoir faire de la dégustation des produits du Saint-Laurent et des produits malouins quand on sera sur place là-bas. Donc, il va y avoir une belle animation dans le port. Puis c'est toujours le fun de voir ces Formule 1 de la mer-là qui sont à l'avant-garde de la technologie, évidemment. Est-ce qu'on va voir un changement dans la technologie des voiliers de 2016 à ceux de 2020? Bien, moi, je dis toujours que c'est un peu la course transatlantique, c'est un peu la Formule 1 de la voile. Donc, tu sais, avec les foilers, on appelle ça des foilers en anglais, là, c'est des ailes sous le bateau qui fait que toute la physique du bateau est extraite de l'eau, donc ils ne touchent plus à l'eau. Ils atteignent des vitesses incroyables. Donc, on pense que si la météo est bonne, ça pourrait être la transat de plusieurs records. Donc, c'est jour et nuit en équipage. Ils sont très heureux de faire la course. Et puis, si les records sont battus, bien, nous, on va déjà être prêts pour les accueillir à l'arrivée à Saint-Malo. Puis le départ est le 12, donc on va avoir des festivités là, du 2 au 12 qui risquent de plaire à tout le monde. Et puis le départ de la course en face de Québec, Lévis, là, c'est l'endroit fantastique pour voir un départ de course. Là. Je pense que les gens vont se masser comme par les autres années, le long du fleuve, l'île d'Orléans. Et puis on fait les 5 bouées, 5 villes aussi pour amener les bateaux à passer près des côtes, Rimouski, Rivière-du-Loup, Gaspé, Percé. Donc les gens vont pouvoir voir les bateaux tout au long et les suivre là, tout au long de la course jusqu'à Saint-Malo de façon réelle dans le Saint-Laurent, mais aussi de façon virtuelle après, là, jusqu'à Saint-Malo, puis pour l'arrivée là-bas. En terminant, je vous rappelle les Remparts de Québec qui accueillent jeudi soir au Centre Vidéotron l'Océanique de Rimouski. L'Esprit sportif y sera. Bye bye tout le monde, à demain.